Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce test de la lunette 62ED Evolux de Skywatcher. Il y avait tellement de choses à dire à propos de cette lunette que j'ai finalement décidé de diviser cet épisode en deux parties. Et donc aujourd'hui je vous propose de commencer par l'unboxing et les différents montages et parler également de l'observation avec cette lunette. Et je vous donne rendez-vous dans très peu de temps sur la chaîne Astro pour le décryptage de toutes les photos que j'ai faites avec, et vous verrez, il y a du lourd. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, j'ai une lunette astronomique. Enfin presque. Cette lunette, c'est la 62ED Evolux de Skywatcher qui vient de sortir. Et j'ai l'immense plaisir de vous proposer un test en collaboration avec Pierrot Astro. Alors, j'aimerais quand même juste clarifier un truc au départ de cet épisode. Cet épisode est une collaboration, ce n'est ni une sponsor ni un placement de produit. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas intéressé financièrement au fait que vous en achetiez ou pas. Je teste cette lunette par intérêt technique. Justement, vous avez à côté de moi aussi et à côté la 61 EDPH que vous connaissez puisque je l'ai testé sur la chaîne. Et c'est une lunette que j'adore et que je possède. Très intéressant d'aller comparer une lunette qui va être un peu sa concurrente directe, le même diamètre, une focale un petit peu plus élevée, et globalement le même cœur de cible et le même objectif, c'est-à-dire une lunette pour faire de l'astrophotographie, transportable jusqu'à un appareil photo full frame. Et donc effectivement, eh bien voilà, le Pierrot Astro m'a proposé de tester cette lunette, donc avec grand plaisir, merci beaucoup. Et donc je l'ai testé, 7 soirées d'observation en ciel profond quand même, et de photos surtout. Mais également on l'a tiré un peu dans tous les domaines d'exploitation. J'ai fait du lunaire, j'ai fait du planétaire, alors que c'est franchement pas le cœur de cible de cette lunette. J'ai fait également du solaire en hydrogène H alpha et en calcium. Vous allez voir, c'est intéressant malgré tout. Et là aussi, on n'y pense pas forcément à vouloir faire ce type d'observation d'astrophotographie avec ce genre d'instrument. Et puis j'ai fait aussi du diurne, en l'occurrence de la photo animalière. Bref, une petite lunette à un prix abordable, très polyvalente, relativement compacte, assez complète, qui vous permet de faire de la photo, de faire de l'observation, de progresser étape par étape, c'est-à-dire que vous pouvez acheter la lunette de base, faire de l'observation, ensuite acheter le correcteur et faire de la photo. Et donc aujourd'hui, je vous propose le test complet de cette lunette, sans compromission, puisque je tiens à préciser aussi que Pierre Franquet de Pierrot Astro m'a dit « Je te laisse intégralement libre de dire ce que tu veux à propos de cette lunette ». Donc c'est parti pour le test de la 62ED Evolux de Skywatcher, et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Peut-être est-il important de préciser quand même au début de cet épisode où se situe la lunette 62 EvoStar dans les gammes de produits de chez Skywatcher. En fait, vous avez 4 lignes de produits pour les lunettes astronomiques. Vous avez les lunettes achromatiques voilà, en double espacé d'air Fraunhofer, qui sont les lunettes voilà, qui vont vous servir pour de l'observation. Donc il existe les 70-700, etc. C'est un peu ces séries-là. Ensuite, vous avez la gamme ED EvoStar. Donc ça, ce sont les lunettes ED, on va dire un peu de base pour de l'astrophotographie du ciel profond et plus généraliste quand même. Ce sont des lunettes qui ont déjà quelques années d'existence, bien évidemment, avec quelquefois, voilà, le porte-oculaire n'est pas non plus ce qui se fait maintenant sur des lunettes de conception récente. Donc ce sont des lunettes qui sont déjà bien installées et qui sont assez répandues. Ensuite, vous avez la gamme Evolux, et c'est celle dont nous allons parler aujourd'hui. Donc la 82 ED Evolux existait déjà, là c'est la 62 qui sort. Et enfin, vous avez la gamme Esprit avec vraiment le haut de gamme là, de chez Skywatcher. La 100 ED Esprit, par exemple, est une tuerie.
Là, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, la qualité du verre est meilleure, la qualité mécanique est meilleure, etc. C'est tout un ensemble finalement de progression. Comme on dit en astronomie, you get what you paid for. C'est sûr que si vous achetez une lunette à 200 euros, n'attendez pas à avoir le même résultat qu'une lunette à 600 euros. C'est un peu ça le principe. Et pour vous situer donc où se situe la gamme, donc on est dans le milieu de gamme des lunettes ED chez Skywatcher pour de l'astrophotographie. ED et Apo, enfin on va en parler. Alors concrètement, vous allez recevoir donc la 62D dans une belle mallette de transport qui est somme toute de bonne qualité et qui permet bien de la protéger. Tout est en mousse prédécoupée, ce qui nous permettra en plus de ça de ranger des accessoires à moyen terme. Et vous avez la lunette ici. Alors j'ai fait une petite protection, bien évidemment, pour pas l'abîmer puisque c'est un prêt. Là-dessus, on ne s'arrête pas là-dessus. Concrètement, voilà la lunette. Elle fait quand même son poids et elle se présente déjà avec un magnifique collier très robuste, très bien conçu, puisqu'il permet d'embarquer deux supports de chercheurs. Donc on peut mettre par exemple un point rouge et une caméra de guidage, enfin une lunette de guidage ou des choses comme ça. C'est à vous de voir, c'est à votre convenance. Et en fait on notera qu'ils sont préalignés finalement par la construction mécanique ici. Moi je trouve ça plutôt franchement pas mal. Et ensuite vous avez un porte-oculaire assez massif là-dessus avec deux vis de serrage ici qui permettront de faire un blocage en fait, particulièrement quand on fait de la photo pour éviter que ça ne tire au fur et à mesure de la séance de prise de vue. Par défaut, la lunette est en configuration observation. Donc en fait vous avez cette pièce là qui nous permettra tout de suite de mettre un renvoi coudé qui n'est pas fourni d'origine, puisque c'est une lunette qui est vendue pour du multi-usage. Donc renvoi coudé, bon, là par exemple le Explore scientifique qui est vraiment un monstre. Et on viendra le mettre ici. Et là vous avez une configuration observation. Elle n'est pas vendue avec un réducteur 31-75, mais du reste, à la limite, comme vous devez acheter un renvoi coudé, si possible en 2 pouces, à vous de choisir. Elle est pleinement corrigée sur du 2 pouces sans problème, donc vous pouvez l'utiliser avec des oculaires 2 pouces. Donc si vous achetez un renvoi coudé 2 pouces, forcément vous aurez le réducteur avec. Donc voilà, là c'est pas déconnant de l'avoir packagé comme ça. Donc ça c'est le package pour l'observation. Et si vous voulez faire de la photo, vous allez acheter le correcteur en option. Alors pour ça déjà, vous allez retirer cette pièce. On va retrouver exactement le même principe que ce qu'on a vu avec la 61 EDPH en fait. Donc le réducteur est vendu à part, dans une petite boîte cartonnée. Et le réducteur, c'est à peu près le réducteur des différentes lunettes de chez Skywatcher. Alors il est spécifique bien évidemment, puisqu'il est optimisé par rapport à la lunette proprement dite, hein, bien sûr. Voilà. Le réducteur a un pas de vis qui est adapté à cette pièce-là. Et cette pièce-là, c'est assez pratique, c'est une bague de rotation. Nous allons voir très vite quel est son intérêt. Voilà. Donc en configuration photo, vous êtes dans cette configuration-là. Et notez qu'en fait, vous ne pouvez pas la ranger dans l'étui quand vous avez le réducteur. Donc en fait, il faudra le démonter à chaque fois. Et vous avez cet espace là pour pouvoir ranger le réducteur. En fait, ça c'est des mousses prédécoupées, on peut toutes les retirer. Et vous avez la profondeur nécessaire pour le mettre. Voilà. Et ici, vous pouvez mettre par exemple le renvoi coudé. En le mettant comme ça, ça passe. Plus concrètement maintenant, si on veut la mettre ici sur une monture comme une AZ GTI, vous avez la queue d'aronde qui va bien, sinon vous avez du pas de vis filetage Kodak. Notez que si vous voulez, voilà, je regrette juste en fait, alors c'est vraiment une question bête, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce trou là? Bon, il y a peut-être sans doute une raison, mais moi j'aurais bien mis un pas de vis Kodak ici pour une question de centre de gravité. Vous la mettez comme ça sur la queue d'aronde et on visse. Voilà, et votre lunette est fixée. Nous avons donc ici un pas de vis en M48.
Donc vous allez prendre une bague M48 vers la baïonnette de votre appareil photo. Attention, ne prenez pas une bague T2 qui serait en M42. Donc je rappelle, M c'est pas de vis métrique, c'est du 0,75 mm. Et le diamètre, c'est le diamètre extérieur en millimètres du filetage. Donc là c'est 48 mm. Et donc là par exemple, si vous prenez un appareil photo Canon, vous prenez une bague donc M48 vers Canon EF qui fait 11 mm. Le back focus fait 55 mm et l'appareil photo, lui, il a déjà 44 mm en interne. Donc on mettra l'appareil photo. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de la bague de rotation, puisqu'on viendra pouvoir tourner l'appareil photo comme on le souhaite, avec le correcteur. Dans l'absolu, il faut faire des flats à chaque fois que vous faites une rotation. À vous de faire le test, voir si c'est véritablement nécessaire ou pas, sachant que le gros des problèmes de flat vient du correcteur, des poussières sur le correcteur et des poussières sur le capteur. Pas franchement de l'objectif. Donc normalement, si la tenue mécanique de l'instrument est correcte, eh bien vous ne devriez pas avoir de problème à ce niveau-là. Petite précision supplémentaire à propos de ce montage, ou mettre un filtre contre la pollution lumineuse, vous ne pourrez pas le mettre là, bien sûr que non. En fait, il faut diviser la bague de rotation, ce n'est techniquement, et vous pouvez visser votre filtre ici. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous remettez l'ensemble. Alors, ça peut paraître étonnant de faire comme ça, mais ceci, c'est très intelligent parce que d'une part, le filtre est très facile à remettre, beaucoup plus facile que sur une 61 dph, mais aussi le back focus, c'est-à-dire la distance entre le correcteur et le plan focal du capteur, n'est absolument pas impacté par le fait d'avoir placé le filtre devant. Alors que si vous mettez le filtre entre les deux, il va falloir éloigner un tout petit peu le capteur d'à peu près du tiers de l'épaisseur du filtre, et c'est mine de rien pas négligeable pour la qualité des étoiles, enfin des coins sur les étoiles. Si vous voulez maintenant mettre un appareil photo comme un Sony, par exemple un Sony A7S au hasard, eh bien vous avez la bague pour Sony. Le back focus du Sony, je crois de mémoire que c'est peut-être 16 mm, donc là vous avez la différence ici. Et vous pouvez mettre votre appareil photo, et de la même façon, on utilisera la bague de rotation pour se mettre dans l'axe que vous voulez. Moi personnellement j'aime bien être sur l'axe. En fait donc de la monture, avec l'est-ouest comme ça, nord-sud comme ça, et d'avoir toujours le même cadrage. Donc voilà comment vous allez l'utiliser concrètement avec un appareil photo Sony. Si vous voulez faire de l'imagerie avec une caméra planétaire, vous avez plusieurs options. Effectivement, vous mettez un réducteur M48 vers M42. Et ensuite, un petit porte-oculaire, alors là c'est le petit porte-oculaire hélicoïdal de chez Baader. Bon là j'ai un adaptateur Pyro-Astro, c'est plus pour des régions de tirage. Et là j'ai une Barlow x3. Donc là par exemple, si je visse cet ensemble-là, je me retrouve avec une configuration là qui va exploiter clairement le pouvoir séparateur maximal de l'instrument. Vous voyez que le tirage est quand même un peu plus important. Et donc avec cette configuration là, j'ai fait des photos de la Lune. J'ai fait des photos du soleil en calcium avec un fil de pleine ouverture et le filtre Baader K-Line à l'intérieur là devant la Barlow. Donc avec ce tirage là et avec ce montage là, j'ai envie de dire qu'on est en train d'exploiter l'instrument au maximum de son pouvoir séparateur avec une caméra couleur ici par exemple. C'est avec ça que j'ai fait des photos de Jupiter. Donc voilà le montage un peu à utiliser en jouant sur les tirages ici et sur le tirage ici aussi. On peut jouer sur le coefficient multiplicateur de la Barlow, mais avec une Barlow x3, un instrument qui est quand même un rapport FD à 5,7 je crois de mémoire. Et bien là on est quand même en train de tirer assez fort sur le pouvoir séparateur de l'instrument et ça passe bien. Alors, vous serez peut-être choqué de me voir faire mon montage vissé directement derrière le correcteur de champ pour pouvoir donc effectivement monter ma caméra avec ma Barlow. C'est effectivement un montage qui ne se fait pas d'ordinaire. D'habitude, quand on utilise une Barlow en imagerie planétaire, on n'utilise pas le correcteur de coma. Néanmoins, je fais ça parce que je sais que mon plan focal se situe à 55 mm derrière le correcteur de coma. C'est le principe du back focus. Le plan focal est à 55 mm quand c'est, voilà, selon le modèle de correcteur de coma, mais généralement c'est ça. Correcteur de coma, correcteur de champ, correcteur réducteur. En fait, dans l'absolu, vous savez que votre plan focal,
vous avez une assez bonne idée de sa position quand vous faites du visuel. Vous arrivez en effet à avoir un plan focal qui se situe ici. Il va falloir tout recalculer. C'est ça un petit peu la difficulté, tout recalculer, parce que finalement la lumière vient frapper sur la surface du miroir secondaire, enfin du miroir plan, et ensuite venir ici. Donc vous avez cette distance qu'il va falloir ajouter, vous avez un plan focal qui se situe plutôt ici. Et c'est ça qui va commencer à devenir un petit peu plus difficile à gérer en termes de montage. Soit vous avez un porte-oculaire qui a énormément de débattement, et vous pourriez éventuellement vous suffire d'une bague comme celle-ci, qui est donc une réduction 2 pouces vers 31,75 et de mettre directement votre barlow ici. Et vous avez un montage comme celui-ci. Soit, deuxième possibilité, vous n'avez pas assez de débattement, on mettra une bague à longe 2 pouces, un tube à longe 2 pouces, et ensuite votre réduction vers 31,75. Et là, à ce moment-là, on irait mettre notre montage barlow à ce niveau-là. Et dans l'absolu, ce montage-là est le montage à utiliser. Néanmoins, vous n'avez pas de garantie d'avoir un plan focal plan, puisque vous n'avez pas de correcteur de champ. Et si vous faites de l'imagerie planétaire uniquement sur une planète, vous prenez le petit centre de l'image, ça ira. Par contre, si vous faites de l'imagerie lunaire, où là vous voulez avoir un truc qui soit vraiment clean de bord à bord, ça va devenir peut-être éventuellement un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cette habitude de travailler comme ça, mais ça reste tout à fait subjectif et vous n'êtes pas obligé de me suivre. Maintenant, moi, mon raisonnement, il provient aussi de mes strokes. Eh bien, je pars du principe que de savoir où se trouve mon plan focal, puisqu'il se place 55 mm derrière le flanc, hors filetage bien sûr, donc des correcteurs, que ce soit sur la 62D ou la 61 DPH, et j'ai le même principe aussi sur le photostroke. Et après derrière je fais tous mes montages et je sais en réalité quelle est déjà ma mise au point. Ici ce sera toujours la même quasiment, et je fais des montages un peu parafocaux. Donc par exemple quand je fais du solaire en calcium ou du lunaire haute résolution avec la 178, eh bien en fait je mets directement ce montage et je sais que j'ai quelque chose d'optimisé au niveau du rapport focal sur diamètre. Donc mon idée c'était tout simplement de transposer d'office. Je savais que j'aurais pas de difficulté à faire la mise au point, même si je tire un petit peu plus sur le rapport focal sur diamètre. Quand je fais du solaire avec donc le Daystar Quark en H-alpha, je peux mettre le GlassPass 1.7 et ce montage. Je peux mettre cette fois une PowerMate x2 et ce montage, et en fait vous voyez que j'ai des petites bagues là pour arriver à finalement quelque chose de parafocal, et bien sûr je peux mettre mon appareil photo comme ça. Donc je raisonne comme ça, et c'est la même chose aussi si je veux faire un montage à base de correcteurs de dispersion atmosphérique, de roues à filtre, etc. J'ai toujours ce principe là sur tous mes télescopes. Et tout ça provient du photostroke en fait que vous avez devant vous. En fait la mise au point je la fais en venant le bouger un petit peu comme ça, et j'arrive à faire une mise au point fine et ça marche quand même très bien. Donc quand je fais de la photo avec le Sony A7S, eh bien je viens mettre ce genre de bague qui est prévu avec le TS Optics, et mon back focus est bon, et là j'ai l'appareil photo numérique. Si jamais je veux utiliser un filtre, comme j'ai un diviseur optique, je ne peux pas placer le filtre en avant du correcteur de coma. Je viendrai utiliser celui-là avec le passe filtre qui est donc du coup intégré. Le back focus est calculé, le passe filtre est ici. Et pour en revenir à notre montage un petit peu parafocal, bah, j'ai juste cette bague là en M48 là, et donc là je sais que je peux visser directement ce montage ici. Et je sais que je serai quasiment bon pour la mise au point, à part un tout petit ajustement. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en train de viser une planète, voire même la Lune, et que la mise au point est tellement catastrophique qu'en fait on a l'impression qu'on n'est pas dessus. Et c'est simplement un problème de mise au point et non pas un problème de visée. À l'entrée de la lunette se trouve donc un pare-soleil qui est très grand, beaucoup plus grand que celui de la 61 DPH. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce qu'en fait il va protéger efficacement la lentille frontale.
donc lentille frontale qui est composée d'une lentille donc FPL 53, hein, donc du verre ED, même considéré comme étant apochromatique. Par contre, c'est un doublet espacé d'air en toute logique, et avec un instrument, vous voyez, donc à f6,45 en natif, et ensuite un réducteur donc 0,9 quand on fait de la photo. Avec 62 mm de diamètre et 400 mm de focale donc, et puis le réducteur 0,9, mais par contre qui est un réducteur aplanisseur de champ, donc qui est très clairement conseillé pour la photo. Néanmoins, quand on va commencer à utiliser une Barlow et une caméra qui a un petit capteur, on n'est pas obligé d'avoir le correcteur de champ. En utilisation avec un appareil photo APS-C ou un appareil photo full frame, là ça deviendra quasiment indispensable. Cette lunette, je l'ai donc utilisée sur cette monture donc qui est AZ-GTI. À noter quand même que j'ai raboté un petit peu ces deux petites vis et celle-là, mais même pour la 61 EDPH, et après à l'utilisation, on peut voir que voilà, ça passe. Il ne faut pas être brutal et exigeant, mais on peut quand même viser vraiment toutes les zones du ciel, on s'en sort plutôt bien. Bon, là on est en train de viser vraiment quasiment sur le pôle Nord, mais globalement, voilà, on va pouvoir arriver à l'utiliser dans de bonnes conditions. Donc franchement, en termes de gabarit, ça va. Sur une AZ-GTI, il n'y a pas de problème. Alors, j'aurais pu également l'utiliser sur la Star Adventurer, mais regardez bien. Alors en termes de poids, ça passe, hein, bien évidemment. Le seul truc avec la Star Adventurer, alors l'équilibrage, vous voyez qu'on est pile bon, avec un contrepoids, bon là qui est un peu bricolé parce que j'ai utilisé les deux de l'autre côté. Parce que la barre est plus courte puisqu'elle est vraiment accrochée ici sur la ZGTI. Là-dessus, ça va passer. Vous voyez quand même que il va y avoir des zones du ciel où on va être bloqué par les pieds de la monture. Ça, c'est le petit défaut en fait de l'utilisation sur une Star Adventurer. Ça va se résoudre si jamais on prend la queue d'aronde et qu'on l'inverse. Mais on va être gêné ici par cette vis vis-à-vis de la queue d'aronde. C'est le petit défaut. J'ai envie de dire, dans ce cas-là, bien évidemment, ça peut se résoudre. Pour ça, on viendra dévisser les colliers et on va pivoter l'ensemble de la lunette de 90 degrés, comme ça. Et c'est conçu pour, il n'y a pas de souci là-dessus. À partir de là, eh bien, vous voyez que vous êtes dégagé là par rapport à la queue d'aronde, donc vous allez pouvoir éventuellement inverser le sens de la queue d'aronde. On va retrouver les mêmes problèmes qu'on a avec la 61 EDPH, et bien évidemment, dans cette situation, donc on aurait notre accroche au niveau de la base ici de la Star Adventurer qui pourrait se faire ici en déclinaison, donc ça pourrait coller. Et là après ça, vous tournez bien évidemment votre appareil photo grâce à la bague de rotation. Et là vous êtes bon. Mais elle pourrait passer sur une Star Adventurer, hein, ça pourrait passer, bien sûr. Alors, commençons déjà par présenter techniquement un petit peu cette lunette. Cette lunette, elle fait 62 mm de diamètre. Elle fait 400 mm de focale et elle pèse, je crois, à peu près 2,5 kg. Donc ça reste tout à fait raisonnable en termes de compacité. Rapport focal sur diamètre, 6,45. On est dans le rapport focal sur diamètre des lunettes de type 80 ED. Et vous allez voir, c'est pas un hasard. Derrière, quand vous utilisez le correcteur 0 x 9, dessus, le rapport focal sur diamètre baisse. Et il baisse à 5,8. Donc on est sur quelque chose qui est quand même raisonnable en astrophoto. On n'est pas aussi rapide qu'un télescope de Newton, genre 150, 750 ou 200 par 1000. Néanmoins, on n'a pas d'obstruction puisqu'il n'y a pas de miroir secondaire. Donc on a quelque chose qui est quand même bien. Justement, je voulais, dans le cadre de mes tests, et je l'ai fait un petit peu, de photographier la même cible avec les deux à la fois, même si la focale n'est pas la même. Justement, le diamètre étant le même, à peu près 61-62 mm, il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact. Donc la quantité de lumière capturée est la même, simplement avec la focale, elle est répartie sur une plus ou moins grande dimension sur le capteur. Et donc voir si le fait d'avoir un rapport focal sur diamètre plus élevé est très pénalisant ou pas. La bonne nouvelle, c'est que ça ne l'est pas tellement, en tout cas avec des Sony A7S. C'est sûr qu'il faudrait faire le test, par exemple, avec un 450D ou avec un appareil photo, voilà. On va dire un peu avec des photosites plus petits, etc. Mais voilà.
Ça, c'est pour l'aspect technique de la lunette. Techniquement, c'est un doublet apochromatique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est deux lentilles espacées d'air, doublet. Normalement, qui dit doublet dit achromatique. Pourquoi est-ce qu'on peut parler éventuellement d'apochromatique? Parce que une des lentilles étant FPL53, c'est un type de verre qui est bon, très bon dans la correction. On n'est pas aussi bon que de la fluorite, mais la fluorite, ça ne se fait plus. Et donc, c'est un doublet qui devrait être plutôt pas mal. Et puis ensuite, on a un correcteur optique. Je ne sais pas vous dire s'il a 2 ou 3 lentilles. À titre de comparaison, la 61 dpH, c'est un triplet apochromatique et un correcteur à 3 lentilles. Par contre, elle est beaucoup plus chère, on en parlera après. Donc, doublet apochromatique, avec cette appellation apochromatique qui peut prêter un petit peu à confusion, on va y revenir. Néanmoins, c'est une lunette qui a des très belles qualités, et donc j'aimerais vous présenter un petit peu les photos que j'ai faites avec cette lunette. C'est le meilleur moyen de pouvoir juger véritablement de sa qualité. Eh ben, on va faire des photos plutôt en contre-jour avec ce qu'on appelle des aigrettes. Et oui, il y a des aigrettes sur la lunette. Coucou Charline. Donc des aigrettes, c'est ça. C'est des oiseaux blancs, magnifiques, il y en avait pas mal dans le coin. Et en fait, on peut noter, donc là, on est avec un Sony A7R2, donc on a quand même assez bien poussé le truc. Et vous voyez que c'est franchement pas mal, ça bave un tout petit peu dans le bleu. Mais franchement et sincèrement, on a une belle qualité d'image. Voilà, là, on a un coq bien français avec un beau détail sur les plumes. On peut voir qu'on a des belles couleurs. Sincèrement, je pense que, voilà, regardez les oies comme ça. Sincèrement, elle est très sympa aussi en observation et photo animalière. Franchement, j'aime bien cette lunette, voilà. Et puis j'ai aussi photographié, mais là à longue distance, on s'amuse à photographier des biches ou des chevreuils, enfin bref, ou des daims, je sais pas la différence, désolé. Cette lunette peut être aussi utilisée en observation et photo animalière. On a 2 chevreuils là-bas au loin, à plus facilement 200, si c'est pas 300 mètres. Et puis bon, on va faire quelques petites photos. C'est excellent. Ah, c'est ravissant. Là, aucune difficulté, la mise au point fine, c'est génial. C'est le même réglage finalement que ce qu'on utilise en astrophoto du ciel profond. La seule chose, c'est la cible, quoi, qui n'est pas la même. Mais sinon, aucune difficulté. Après, la seule chose que je conseillerais, c'est d'utiliser les réglages contre les vibrations, bien évidemment. Mais sinon, nickel. Alors dans cette configuration avec le réducteur, elle est à 370 mm de focale et mon appareil propose 350 ou 400. Franchement, ça fait le job. On est vraiment stable, on voit tout de suite la différence. Ah là là, c'est absolument adorable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les filmer. À longue distance, donc vous voyez un petit peu le protocole de test là. Et je vous ai montré donc quelques images à l'écran, beaucoup moins contrastées parce que là aussi on était un peu en situation de contre-jour avec une lumière qui était quand même un peu diffuse, ciel nuageux et tout ça. Mais néanmoins des résultats quand même assez intéressants et en observation à l'oculaire, c'était très sympa également. Ah, je peux vous dire, ils sont adorables ces 2 chevreuils, c'est absolument ravissant. Ça marche vachement bien comme ça. Alors bien évidemment, cette lunette, vous allez vouloir l'observer, enfin l'utiliser pour faire de la photo et de l'observation du ciel profond. Alors en observation, j'ai fait de l'observation visuelle avec, franchement, on en a pour son argent et sans problème. Vraiment, très belles images en observation. Il y a pas, voilà, on la met pas en défaut. Elle est vraiment très bonne en observation. Par rapport au diamètre qu'elle a, c'est-à-dire elle a 62 mm de diamètre, elle est excellente pour une lunette de 62 mm de diamètre, pas de souci. En astrophoto, je vous montre par exemple les Pléiades. Alors là, c'était une séance assez courte, 31 photos, donc 15 minutes de pause. Et vous voyez le résultat, alors un tout petit peu bruité, ce qui est tout à fait normal dans cette situation. Mais des belles couleurs, on commence à découvrir les IFN. Vous voyez qu'on est très bien corrigé jusque sur les bords. Donc là c'est avec un STS défiltré Astrodon. On notera quand même que je me suis pas pris la tête, j'ai juste mis la bague point barre. Je pense qu'avec un slicer on serait vraiment
encore plus proche de la perfection au niveau des coins, mais très sincèrement, elle s'en sort très très bien. On notera quand même que les étoiles sont entourées d'un voilà, d'un halo, ce qu'on appelle du sphérochromatisme, qui là, dans le cadre de cette photo, est tout à fait bien parce que ça permet de montrer la luminosité intrinsèque des étoiles, à défaut d'avoir des aigrettes justement. Voilà, moi j'aime bien les aigrettes, mais là en l'occurrence, sur une lunette, ce à quoi s'attendre, c'est justement ce type de résultat, et franchement le résultat est très sympa. Voilà ce que je pourrais vous dire à propos de cette lunette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai une joie d'y répondre, soit dans les commentaires, soit de faire une toute petite vidéo complémentaire. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tester. J'espère pouvoir faire d'autres tests à l'avenir et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Si vous la commandez chez Pierrot Astro, sachez que je ne suis pas intéressé donc financièrement puisque je ne toucherai rien. Mais mettez un petit mot en disant voilà, suite à la vidéo de Christophe de la Chapelle sur la chaîne Astro, pas besoin de mettre mon nom, mettez juste la chaîne Astro, il me connaît. Ce qui permettra de juger de l'intérêt de me prêter du matériel, de me sponsoriser des épisodes, peut-être à l'avenir effectivement de me sponsoriser pour permettre de soutenir aussi également la chaîne. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce test et j'espère que si vous choisissez cette lunette, vous prendrez autant de plaisir que j'en ai eu avec, parce que sincèrement, voilà. Je dirais que cette lunette, elle est utilisable sur les deux montures. Par contre, il y a peut-être une inversion quand même de la queue d'aronde à faire si vous utilisez une monture Skywatcher. Mais franchement, elle est géniale. Franchement, je suis très content de cette lunette. Voilà. Allez, je vous remercie de votre attention. Cet épisode a été long, mais je préférais rentrer vraiment dans le sujet et non pas vous faire simplement une plaquette commerciale et simplement vous ressortir la plaquette de Skywatcher. C'est pas le style de la maison. Moi, je suis pas un commercial. Je travaille pas dans un magasin d'astro. Je suis juste là en tant que passionné et c'était passionnant de faire ce test. Allez, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci.